Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de Thanatos. Thanatos, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de drame et d'horreur dans un monde de dark fantasy. C'est écrit par Jean-Yves Patus, c'est édité par Les Douze Singes, et on va incarner des personnages un petit peu particuliers à l'intérieur de ce jeu, mais on le verra tout à l'heure. En attendant, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et on vous en remercie énormément, comme d'habitude. N'oubliez pas, pour nous soutenir, le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et merci à tous ceux qui animent notre communauté, notamment sur le Discord qu'on a ouvert très récemment, et on a également monté un Tipeee pour pouvoir se déplacer, notamment sur les événements, comme on le fait déjà, mais on aimerait bien pouvoir aller en Belgique, par exemple, faire des conventions et des salons. N'hésitez pas, vous trouverez tous les liens en description de la vidéo. Allez, on se lance dans Thanatos. Alors, Thanatos, comment ça se présente? Ça se présente comme une gamme complète. Nous avons donc ici le livre de base Thanatos. Nous avons ensuite l'Atlas d'Ardorf, qui est le continent, enfin le pays dans lequel on va se trouver sur le continent dans lequel on va jouer. Vous avez ensuite une campagne qui s'appelle la Terre du Cœur, et ensuite pas mal de petites choses, comme on va le détailler ensemble. Vous avez le Codex de Kaya, qui est donc une aide de jeu que les joueurs vont pouvoir trouver pendant la partie de la campagne. Vous avez également le Journal de chasse, on va les faire dans l'ordre, ce sera plus simple, qui est également une aide de jeu que les joueurs vont devoir trouver pendant la partie. De la campagne, la Terre du Cœur, j'ai envie de dire au cœur de la Terre, mais c'est la Terre du Cœur. Vous avez ensuite une carte du continent, hop là, qui est assez grande, on va la mettre à l'endroit, ça sera quand même plus simple, et qui permet donc d'avoir la carte au milieu de la table, parce qu'il y aura beaucoup de déplacements et beaucoup de voyages, et vous allez voir que avoir la carte sera nécessaire, pas obligatoire, mais c'est un vrai plus. Ensuite, nous avons, on zappe un peu, les terrains de chasse. On expliquera un petit peu de quoi il s'agit juste après, mais ça va être de quoi créer ces petits terrains, etc. Les terrains de chasse numéro 2, une autre partie. Nous avons ensuite des feuilles de fatalité pour le MJ. Et nous avons ensuite le magnifique écran hop là, qui est en 3 volets, avec les illustrations reprises du livre, qui sont des illustrations vraiment très très classe, qui sont un petit peu old school, j'aime beaucoup, avec le symbole au centre et encore des illustrations derrière. Je vais vous le montrer en facecam. Hop, voilà ce que ça donne en gros, ce magnifique écran. Il est vraiment vraiment très très joli. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Au dos, on va retrouver de quoi faire jouer le système de réussite, les niveaux de difficulté, les avantages des figures, on verra, ça se joue avec un jeu de cartes, les pertes de points d'endurance, l'expérience des fatalités, on verra ce que c'est aussi, traces mystiques, etc. Donc tous les points de règles qui sont intéressants, parce que les règles sont assez originales, c'est bien de les avoir, j'arrive toujours pas à fermer les écrans du premier coup, c'est toujours bien d'avoir ça. Et puis pour terminer, on a ce petit jeu de cartes qui va contenir un jeu de cartes complet. Hop, je vais essayer de vous les montrer un peu plus près. Nous avons un jeu de cartes, les symboles habituels sont remplacés par des lunes, des pleines lunes ou des lunes vides. Vous allez voir, on a des figures évidemment qui ont un sens de lecture, ça va être important. Là, elle est à l'endroit, si elle apparaît dans ce sens-là, elle est à l'envers, le sens sera différent. Idem pour la dame, idem pour le roi. On a ensuite les lunes noires. Hop là, nous avons donc les lunes vides. Et pour terminer, nous aurons les pleines lunes, ou l'inverse, je ne sais plus. Et enfin, nous avons une carte particulière, hop là, qui est celle-ci qu'on appelle la brume. Et enfin, une carte qui nous explique un petit peu les visages de chaque carte. Hop, voilà pour le contenu. J'ai oublié une carte, parce que évidemment, si on veut expliquer les visages de chaque lune, il faut la deuxième, comme ça, qui explique les lunes noires. Voilà pour le matos. Donc on a quand même pas mal de matos. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est gadget ou pas? Jetons-y un petit coup d'œil et commençons par le commencement. Nous avons vu l'écran, etc. Nous allons commencer par Thanatos, le livre de base. Donc Thanatos, jeu de rôle de Dark Fantasy, on est dans un univers très très particulier, puisque l'on va incarner des faucheurs. C'est compliqué de vous expliquer tout ça sans vous faire un très très grand résumé de l'histoire de Thanatos, donc je vais pas spoiler, je ferai une toute petite partie spoiler pour la campagne, pour expliquer un peu de quoi il s'agit, de quoi ça parle, mais je vais quand même vous expliquer le contexte un peu historique. On est dans le pays d'Addorf, qui est sur un continent qui est souvent en guerre, où il y a notamment une guerre de religion. Avant, il y avait les anciens dieux, et puis est venu le culte de Thanatos, dieu de la mort, qui a fini par péricliter un petit peu, et qui s'est fait ravager par le Christ. Alors, les chrétiens avec un K dans le jeu,
ravagent un petit peu tout, ils arrivent et ils imposent leur, religion. Donc le culte de Thanatos disparaît un petit peu. En plus de ça, on va incarner donc des faucheurs, ces émissaires de Thanatos, des gens qui ont été choisis par Thanatos. Alors ça veut pas dire qu'on est des méchants, loin de là, je vais vous expliquer un peu le contexte. Donc Thanatos était un ancien dieu, enfin, est toujours un dieu en fait, mais il est beaucoup moins à la mode qu'avant, donc il a plusieurs visages qui correspondent aux 4 phases de la lune. Je vais pas rentrer dans le détail non plus, sinon la vidéo va durer 2 heures et demie, parce que c'est extrêmement dense, sincèrement. Mais en gros, on va jouer des faucheurs. Le but des faucheurs dans la vie, c'est quoi? C'est de tuer les non-morts, puisque le culte de Thanatos était ce qui permettait aux âmes des morts de pouvoir se séparer de leur corps et de rejoindre l'au-delà, hein, etc. Bah là, c'est plus le cas. C'est plus le cas, puisque les croyances en Thanatos diminuent. Et donc, du coup, bah, on est un peu embêté, puisqu'il y a des morts qui ne meurent plus. Les faucheurs et les faucheuses de Thanatos sont les personnes qui sont censées tuer ces non-morts, et notamment à Hardorf, où le pays dans lequel on va jouer, où le culte de Thanatos est encore assez présent, il y a de plus en plus de non-morts, ce qui inquiète pas mal, puisqu'il y a quand même, on le verra plus tard dans la campagne, des choses un peu maléfiques qui se cachent derrière. Donc on n'est pas des méchants, même si on joue des émissaires de la mort, nous ne sommes pas des méchants. Nous avons pour but de tuer les non-morts, mais également parfois, on va nous désigner une cible qui sera une cible vivante, qu'il faudra accompagner dans la mort. Mais encore une fois, la mort n'est pas quelque chose de totalement négatif dans ce jeu, loin de là. On est sur, quand on accompagne un vivant dans la mort, c'est pour permettre à son âme d'être accompagnée au bon endroit, qu'elle ne reste pas coincée. La marque des chasseurs de Thanatos, c'est qu'ils ont un familier, qu'ils appellent un animalia, je crois. Un animalia, c'est bien ça. Ils ont un familier qui est donc une créature qui va dépendre, alors l'aspect, le type de créature va dépendre de quel visage de Thanatos nous a marqué. Ces créatures peuvent se transformer en objets qui ont des pouvoirs. Et en plus, elles ont évidemment leur forme de créature, qui ont une conscience pleine et qui vont pouvoir nous guider. Ces animalia servent à nous montrer nos cibles, parce que des fois, quand on doit tuer des humains, bah, c'est les animalia, c'est nos familiers qui vont nous désigner la cible. Et il y a toute une espèce de compréhension de son animalia qui est plutôt intéressante dans le jeu. Et puis, suivant la forme qu'elles ont, eh ben, elles représenteront différents objets également qui aideront le faucheur. Par exemple, si on prend un loup du visage de Scrag, les traits du loup sont la communication, le devoir, l'endurant, loyal, individualiste, sans rompre l'harmonie, etc. Et les formes inanimées, donc les formes d'objets, il peut se transformer en épée ou en hache, en ornement, en pièces d'armure, en pièces de vêtements, en fourrure, etc. Donc on va avoir cet animal qui va être toujours avec nous, qui va nous accompagner, qui va nous aider, qui va nous guider, mais qui est aussi là pour nous surveiller. Voilà. On est des émissaires de la mort, mais on n'est pas là pour tuer n'importe qui, n'importe comment. Et si on commence à faire trop de grabuge, eh bien il se peut que notre animal fasse en sorte que nous arrêtions nos méchancetés. Nous ne sommes pas des vilains, il est hors de question que nous soyons des vilains. En plus, on a une explication sur le monde des faucheurs, qu'est-ce qui se passe autour d'Ardorf, comment est le contexte économique. On a donc une double religion chrétienne, hein, la chrétienté occidentale de Bruntegeuse et la chrétienté des Achilléens, qui se battent un peu les territoires. Donc on a une espèce de guerre religieuse dans le pays, et nous on est un peu, voilà, on est un petit peu au milieu de tout ça. Là, on est entouré de montagnes qui nous protègent pas mal, mais voilà, c'est un contexte politique qui est pas très sain. En plus, le pays d'Addorf est un pays qui, en son sein, même s'ils font front face aux menaces extérieures, en son sein est extrêmement divisé, avec des peuples extrêmement différents. Donc tout ça nous donne un contexte qui est très vivant, très agréable à jouer, et vous allez le voir que c'est un peu tout le cœur du jeu. Il va falloir bouffer pas mal de lore, parce que beaucoup de choses ont été écrites pour rendre le tout cohérent, mais c'est extrêmement agréable à lire, déjà, première chose. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est cohérent, tout est vivant et tout est plutôt chouette. Et ça va nous permettre, vous allez le voir après, c'est pas pour rien qu'il y a un atlas du pays et que la campagne s'appuie sur l'histoire du monde. Tout ça va prendre source quand on va commencer à jouer, et c'est extrêmement intéressant. Donc, on a les différentes castes des personnes. Ensuite, nous avons la mort, l'évolution des rites de Thanos à nos jours. Et nous avons ensuite l'astral, l'artifice et la cartomancie. Alors, l'astral, c'est une sorte de monde parallèle, une sorte de monde des esprits, en gros, sauf qu'il est extrêmement influencé par ce que croient les personnes à l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que l'astral dans une ville chrétienne ne sera pas du tout le même que l'astral dans une ville qui a plutôt comme religion Thanatos, ou qui est une ville, voilà. Mais pareil, l'astral d'une ville minière sera très très différent de l'astral d'une ville de commerce, par exemple. Donc c'est très intéressant cette partie-là. Évidemment, en tant que faucheur, on peut passer dans l'astral, nos animalia également.
Et donc il y a des règles particulières quand on est dans l'astral, puisqu'on va quand même combattre des non-morts, des fantômes et des choses comme ça. Donc il va falloir qu'on y passe régulièrement. Nous avons ensuite les artifices qui correspondent un petit peu à une sorte de magie, et la cartomancie qui est un élément extrêmement important du jeu. Vous allez le voir, il y a pas mal de choses qui sont faites à base de cartes dans le jeu. Mais on va le voir dès la création de personnages, tout simplement. Ensuite, nous avons une description de la cartomancie avec les différentes symboliques des cartes, ce qu'elles veulent dire, etc. Donc ça, clairement, il faut se le mettre de côté parce que ça va être extrêmement important de l'avoir sous la main. Même si après on prend l'habitude, hein, savoir quel visage correspond à quel type d'événement, etc. Ensuite, nous avons la création d'un faucheur. Donc comment est-ce qu'on va créer notre faucheur? Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de l'oracle, où on va tirer les cartes, tout simplement. Alors là, on a l'aperçu de la fiche de personnage, qui paraît compliqué comme ça, mais en réalité, les règles ne sont pas compliquées du tout. Vraiment, vous allez les voir, on va les jouer ensemble, enfin on va les expliquer ensemble. Les règles sont vraiment, vraiment pas très compliquées. Donc nous avons évidemment le nom, le sexe, l'âge, le rang, donc ça va être le rang de notre personnage. L'activité antérieure, c'est ce qu'on faisait avant de devenir un émissaire de Thanatos. La marque, donc c'est la marque, c'est qu'il nous laisse une trace sur nous, genre un tatouage ou des choses comme ça. Le visage de Thanatos qui nous a révélé, hein, c'est une des 4 phases de la lune. Le familier qu'on a, donc son espèce, en apparence inanimée, donc en quel objet il se transforme quand il n'est pas en apparence d'animal, ses traits, et son accommodement, ça va être la relation qu'on a avec lui. Ensuite, nous avons les différentes caractéristiques: vigueur, adresse, instinct, raison, témérité, aura et fluide. Fluide représentant un peu le lien qu'on a avec la vie, hein, simplement. Et ensuite des compétences mêlées à l'agilité, perception, culture, manipulation, précision, rituel. Et puis des dérivés, point de vie, point d'endurance, point de fluide. Les dégâts légers, normaux, supérieurs, exceptionnels, on verra ça plus tard. Les résistances, la protection et la fatigue par tour, puisqu'il y a, c'est un jeu où les combats vont être rythmés par rapport à notre endurance. On va perdre des points d'endurance à chaque round de combat, donc faut pas faire durer les combats très longtemps, vous allez voir. Mais les combats ne sont pas vraiment le cœur du jeu, je trouve. C'est vraiment ce qu'il raconte, le cœur du jeu. Ensuite, nous aurons les talents, les artifices, des dons, des points d'apprentissage pour gagner de l'expérience, et ensuite, toute une partie équipement, nos armes, nos projectiles, notre artillerie, nos armures, nos boucliers, nos casques et bavières. Et ensuite, nous avons le cœur du jeu, toute une feuille de parcours de vie. Et vous allez voir, la création, c'est extrêmement important. Et une feuille de personnages marquante pour les PNJ, un peu marquants, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi, etc. C'est important parce que le monde va être extrêmement vivant, on va recroiser des personnes, il va peut-être falloir qu'on tue des personnes qu'on apprécie. C'est un peu le problème de ce travail. Et donc voilà, il y a tout un aspect très... voilà, quand on parle de jeu de drame et d'horreur, c'est vraiment un jeu de drame. Il va y avoir des choix difficiles à faire, il va falloir accompagner des personnes dans la mort de manière très très difficile. C'est un jeu qui parle de deuil, c'est un jeu qui parle de formation, c'est un jeu qui parle de passage à l'âge adulte, c'est un jeu qui parle de fin de parcours, etc. D'assumer les conséquences de ses actes. Enfin voilà, les thèmes sont très très forts. C'est un jeu qui peut être très profond. Si vous avez une table qui est très RP et qui se lance vraiment beaucoup à corps perdu dans les relations avec les personnages, ça peut être très 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 fort. Donc on commence le parcours de vie. Donc la première méthode pour créer son personnage, ça va être de le tirer aux cartes, tout simplement. Donc le parcours de vie, en fait, vous allez voir, on va tirer les cartes, on va les répartir comme ceci. Et ensuite, on va suivre les étapes. Étape 1, on tire le rang. On prend la carte A, on la retourne, on voit ici, hein, c'est le rang de 1 à 10. Donc si c'est une figure, on la met de côté. Et on remet une carte à la place. Et donc on prend le rang de 1 à 10, ça nous donne notre rang. Ça intègre le parcours de vie. Ça n'intègre pas l'âge, ça intègre le choix du visage, et ça intègre les personnages marquants. Ça paraît un peu tout étrange comme ça, c'est un peu difficile à expliquer, mais en fait c'est très simple quand on le fait. J'ai fait une simulation moi de mon côté parce que j'avais peur de ne pas avoir compris. En fait c'est très simple, à chaque fois on va retourner une carte, donc d'abord les cartes A, on va tirer notre rang, et la carte qu'on va retourner, elle va avoir un impact sur notre parcours de vie, elle va avoir un impact sur le choix du visage, puisque suivant le nombre de couleurs qu'on va retourner, ça va nous donner le choix du visage de Thanatos qu'on va avoir, hein. Et ça va avoir un impact sur les personnages marquants. Si on tire une figure, on va pouvoir la mettre dans le personnage marquante pour créer un peu tout le lore de notre personnage. Ensuite, on va tirer nos caractéristiques qui, pareil, ont un impact sur notre parcours de vie, sur notre âge également, sur le choix du visage, etc. Vous allez voir, c'est expliqué un petit peu plus loin. Donc, étape 1, le rang, on va retirer toutes les figures. Suivant les figures qu'on a, on va être soit un Bellatores, donc une personne plutôt rompue aux arts martiaux. Enfin, quand je dis arts martiaux, je ne parle pas de Kung Fu, je parle de l'art martial par essence, c'est-à-dire le fait de se battre et de faire la guerre. On peut être un oratores également, ce sont plutôt les religieux ou les politiques, et les laboratores qui sont plutôt du travail, voilà, qui sont formés généralement des gens compétents qui sont formés au travail. Ensuite, on va avoir la marque, donc qui va nous donner si on est une maladie, excentricité, associable, mort, nerveux, mélancolique, etc. Nous allons ensuite tirer nos caractéristiques, donc les valeurs de 1 à 10 vont nous donner nos caractéristiques, tout simplement. Les compétences à attributs,
Ensuite, l'activité de notre compagnon, les talents, donc voilà, on a juste à suivre en fait avec le tirage de nos cartes, à interpréter les cartes et puis toutes les figures, là, les visages et cetera vont nous donner un peu le parcours de vie, les personnes qu'on aura croisées, comment on s'est construit et cetera. On a pas mal de dons, hein, on va en prendre 4 au début. On a des dons pour notre personnage, on a aussi des dons pour notre familier. C'est extrêmement complet, ça permet d'avoir des personnages très différents. Et le système de création de perso avec les cartes fonctionne très bien. Évidemment, pour ceux qui sont allergiques aux cartes, on a un système par répartition de points beaucoup moins intéressant, je trouve, et un système de création rapide, où là, directement, on choisit des petits trucs, on lance un des 10, là, on prend un bonus de +1, -1, etc., etc. Encore moins intéressant, ce jeu est fait pour tourner autour de ce jeu de cartes, autour de ces fils du destin. Nous sommes soumis au destin et nous devons juste suivre ce que le destin choisit pour nous, ce que vous allez voir, c'est un peu le cœur du système du jeu. Les règles. Alors les règles, c'est simple, il y a 2 modes de jeu. Il y a un mode de jeu où on joue au dé plus les cartes et un mode de jeu où on joue uniquement avec les cartes. Donc tout simplement, c'est très simple. Quand vous avez quelque chose, un test à faire, c'est tout bête. Le MJ va définir une difficulté par rapport au texte qui va de -2 si c'est facile à +8 si c'est un truc extraordinaire, vraiment très très difficile. On tire une carte, on la retourne, ça nous donne un chiffre qu'on additionne avec la difficulté, et il faut que ce soit en dessous de notre valeur de compétence ou d'attribut. C'est tout simple, ça tweet. Alors si on le fait au dé, c'est différent, on va tirer le dé, un des 10, et on va tirer une carte, et on va garder que les figures. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jeu n'est pas fait pour être joué au dé, ils ont proposé de le faire au dé parce que si on a besoin, on peut jouer au dé. Quoi qu'il arrive, le jeu sera toujours indispensable. Alors que ce soit celui-ci ou un jeu de cartes standard, on peut jouer avec un jeu de cartes standard, évidemment. Ce ne sont pas des cartes en dehors du design, ce sont pas des cartes qui sont extraordinaires. Elles sont pas forcément, c'est pas forcément utile d'avoir celle-ci, même si c'est un vrai plus en termes d'immersion. Ce qui va se passer, c'est que quand on va tirer une carte, si c'est une figure, on aura le choix entre soit la défausser et tirer une autre carte, soit la prendre avec nous et tirer une autre carte. Si on la défausse, il se passe rien de particulier, on défausse la carte. Si on la garde avec nous, les cartes vont avoir ce qu'on appelle une fatalité, et vont avoir un bonus. Par exemple, un valet fait un bonus de +1, une dame fait un bonus de +2, et un roi fait que la difficulté tombe à 1. Voilà. En gros, ça nous permet de mieux réussir nos jets. On peut en avoir 3 devant nous, de fatalité. Donc, c'est-à-dire que si on en a 3 devant nous de figures, les autres figures qu'on tirera, on les défaussera directement. Donc, en gros, quand on va tirer les cartes, on va prendre en compte uniquement les cartes qui vont de 1 à 10 en ce qui concerne les tests, et les figures, on va les garder devant nous jusqu'à ce qu'on en ait 3, et on choisit lesquelles c'est, hein, si on préfère avoir des dames, des valets ou des rois. Et puis, une fois qu'on va les utiliser, par exemple sur un test, si on a envie d'avoir le +2 de la dame, on va l'utiliser, on va mettre un petit marqueur dessus. Marqueur de fatalité sur cette carte-là. Et puis le MJ, au bout d'un moment, il va lancer une cible à tuer. Et pour défausser cette carte et pour en piocher une autre, etc., il va falloir tuer cette cible. C'est le travail des émissaires de Thanatos. Je trouve ce système vraiment très 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 bien. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un petit bonus et que c'est quelque chose comme ça qui nous permet de réussir, en gros, dès qu'on va tirer la faveur du destin, notre dieu va nous dire, mais voilà, cette personne-là, il faut que tu la tues. C'est très, très intéressant et évidemment, c'est au MJ de faire en sorte que les personnes, on les tue pas gratuitement. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de cibles, vous allez voir dans les scénarios. Déjà, on a des cibles obligatoires. À chaque scénario, il y a au moins une cible à tuer. Même si ce n'est pas le cœur du scénario, hein, mais on verra plus tard. Mais c'est au MJ de faire en sorte que les cibles ne soient pas des PNJ, voilà, c'est pas on va tuer l'aubergiste du coin parce que il fallait choisir une cible. Non, les cibles, il faut qu'elles aient de la famille, il faut qu'elles aient un passé, il faut qu'elles aient un vécu, il faut qu'on sache pourquoi, etc., etc. Il faut qu'il y ait un petit jeu autour de ça à chaque fois pour renforcer ce côté dramatique. Et c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement bien fait. Et on a pas mal de tables pour nous aider dans tout ça. C'est vraiment bien fait. Et évidemment, on a la carte de la brume, une carte spéciale, une carte un peu joker. Donc quand il la pioche, il peut directement la jouer, la conserver pour l'utiliser plus tard ou la défausser sans l'utiliser. Et quand il la joue, c'est pas qu'il réussit automatiquement, c'est que la situation change, on se sort du mauvais pas s'il y avait un mauvais pas, etc. Mais pourquoi? C'est un peu étrange. C'est un peu étrange, on sait pas trop. Enfin, il s'est passé quelque chose, mais on sait pas trop. Pareil, ça c'est intéressant à jouer au niveau narratif, vraiment. Ensuite, nous avons un passage sur les personnes marquantes, un système sans dés, donc qui nous explique comment on joue uniquement avec les cartes. Et je pense que c'est le meilleur moyen de jouer. Après, on sait que dans le jeu de rôle, il y en a qui aiment absolument jeter leurs dés 10 tout beaux qu'ils ont acheté une fortune. Ensuite, nous avons les significations des As et des 10, puisque un As est une réussite automatique et un 10 est un échec critique. Et donc, on a les significations suivant le visage à laquelle il appartient. Alors, tout ça,
Tous ces trucs-là qui sont un peu durs à retenir et qui sont importants en termes de narration, c'est dans l'écran. L'écran est vraiment bien foutu, ils prennent vraiment toutes les règles qui sont importantes et un peu difficiles à retenir. C'est vraiment top. Alors nous avons ensuite un système de combat assez simple, où il y a d'abord une phase tactique pour ceux qui sont des combattants. Ensuite, il y aura l'initiative, un système d'action. Je vais pas rentrer dans le détail de toute la règle, parce que sinon ça va vraiment durer très très longtemps. Mais le système de combat a l'air de fonctionner bien. Par contre, attention, attention à l'épuisement. Attention, ça peut faire très mal, ça peut être très mortel. Donc attention quand même à comment ça fonctionne. Ensuite, on a le détail des différentes armes, comment elles fonctionnent, notamment au niveau des dégâts. Il y a un système de blessures. Les règles fonctionnent plutôt bien, toujours à base de tirage de cartes, etc., etc., etc. On a des boucliers, on a de la parade, on a du combat monté, quand on est en surnombre, comment ça se passe. Ça, pour le coup, c'est du très classique, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Au niveau de la vie et de la mort, comment ça fonctionne. Les autres aléas, comme le feu, l'asphyxie, les chutes, les maladies. La chirurgie, quand il va falloir qu'on on se soigne très lentement dans le jeu. C'est un jeu qui aime prendre son temps. On va être très très clair. Récupération d'endurance, par exemple, on récupère 2 points d'endurance par heure de repos total, donc l'endurance remonte vite. Par contre, on récupère 2 points de vie par jour de repos total. Donc ça remonte pas si vite que ça. On a ensuite une partie sur le surnaturel, donc nous avons l'entente entre le familier et le faucheur, très important. Nous avons le royaume onirique, l'astral proche, l'astral profond, qui sont les différents niveaux de surnaturel qu'on peut avoir. Et ensuite, nous avons les artifices avec les différentes choses qu'on peut faire, notamment les branches de la main, la branche de la généralité, la branche du territoire, à chaque fois avec des petits sorts qu'on peut utiliser, mais pour ça, il va falloir qu'on ait les bons dons et qu'on utilise des personnes qui vont nous les enseigner, évidemment. Et ensuite, un passage sur les non-morts. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts? Je ne vais pas vous spoiler l'intégralité, mais il y a ce qu'on appelle des noctules, qui sont des êtres maléfiques, qui sont un peu la source de tout ça. Nous avons également les Ontar, qui sont des faucheurs corrompus, qui ont quitté Thanatos pour rejoindre l'autre côté. Et ensuite, nous avons, alors là, ça spoil un petit peu quand même les différentes personnalités, donc on va le zapper, mais tout un bestiaire de non-morts. Voilà, donc on va le zapper un petit peu puisque il y a un souci. Alors, pouvoir et faiblesse de non-mort, c'est extrêmement intéressant. Pour tuer un non-mort, eh ben, on peut lui éclater la gueule, évidemment, on peut le découper en tout petits morceaux, etc. Mais surtout, ils ont des points faibles chacun dans leur fiche de personnage. On va essayer d'en prendre une, par exemple. Donc voilà, par exemple, l'élu zombie de roi, lui, c'est un tiré au hasard. Il y en a qui ont, voilà, si on prend la meute de Molosse de l'enfer, qui sont 5 chiens horribles, leurs points faibles sont des organes vulnérables, notamment la tête, et quelquefois quelque chose d'extérieur qui peut les contrôler. Et donc il va falloir qu'on utilise les points faibles, qu'on découvre les points faibles, qu'on enquête, et qu'on se fasse son petit rapport de chasse pour pouvoir avoir différentes informations sur les créatures afin qu'on puisse les battre plus facilement la prochaine fois qu'on les croise. Un petit côté The Witcher, je trouve, dans l'approche, qui est plutôt bien, et qui correspond bien à ce que sont les Thanatos. Et ensuite, nous avons après un bestiaire plus classique avec des animaux, des humains et humanoïdes, des artisans, des chevaliers, etc., etc. Si on doit aller chercher des ennemis à la volée, des harpies, etc. Et enfin, nous avons des promesses, qui est le premier scénario, le scénario d'introduction, qui est très très chouette. Hein. On est sur des scénarios, alors c'est valable pour celui-ci, c'est valable pour l'intégralité de la campagne. On est sur des scénarios où tout n'est pas très clair tout le temps. C'est pas une ligne droite où on se dit ok, il faut qu'on fasse ça. Non, non, il va y avoir plusieurs choix à faire. Ouais, je vais vous raconter celui-là. On a des enfants qui sont attaqués par des bandits qui sortent de la rivière, des bandits non morts, hein, les ossards. On va leur casser la figure. On découvre que sur eux, ils avaient des petits objets, etc., dont une bague qui appartient à Isdek. Isdek qui, quand il voit cette bague, il demande au faucheur de Thanatos de l'accompagner dans la mort, puisqu'il avait promis à son ancienne femme de l'accompagner dans la mort. Il n'a pas eu le courage de le faire. Il avait dit que dès que ses enfants seraient grands, il les accompagnerait dans la mort. Sa femme actuelle, du coup, n'est pas contente, puisque lui a une position très forte dans le village. Sa femme a peur de perdre tous ses pouvoirs, etc., si jamais son mari venait à mourir. Donc on va accompagner cette personne auprès d'un animal ancestral de la forêt. Alors oui, il y a beaucoup d'animaux qui sont des animaux puissants, qui sont de l'astral, qui sont des sortes de divinités, d'animal totem dans Thanatos. Je rentre pas dans le détail dans tout ce qu'il y a, donc c'est un peu compliqué toujours, parce que en fait tout s'appuie sur tout. Il faut vraiment avoir en tête le contexte pour pouvoir le faire jouer. C'est un jeu dans lequel on va se plonger vraiment, vraiment à corps et âme. Et donc en gros, il va falloir qu'on lève cette malédiction qui pèse sur le pauvre Isdek, sachant que sa femme actuelle va essayer d'arrêter tout ça et de tuer son enfant pour faire que ses enfants, elle,
puisse prendre le pouvoir, etc. Et donc on va aller voir Okpo, qui est le seigneur blaireau, qui est lié à Satyr. Et enfin, le fantôme d'Ivia, qui est la femme de cette personne. Et voici pour le livre de base et son scénario. Alors, on va survoler un peu plus rapidement les autres ouvrages, puisque sinon la vidéo va faire 77 minutes. Nous avons ensuite l'Atlas d'Artdorf, très intéressant, puisque on va rentrer dans le détail du monde, dans le détail du pays et dans ce qu'il amène en termes de terrain de jeu. Donc, en gros, on a d'abord un rappel historique du monde dans lequel on vit, hein, le continent de Wundorf, donc toute l'histoire qui s'est passée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Artdorf, à quoi ça ressemble, la politique, les différentes ethnies qu'il y a dans le pays, les différents prix qu'il va y avoir, le calendrier, comment il fonctionne. Donc on a tous les détails, hein, la carte qu'on retrouve en grand format, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous avons ensuite une partie sur l'astral, notamment les anges, les chérubins, les anges à forme humaine, etc. Puisque on parle de chrétienté, donc au bout d'un moment, les choses qui apparaissent, des différents démons. Ensuite, on arrive sur la partie qui va détailler certaines... on va zoomer un petit peu. En gros, on va s'intéresser au territoire du Nord. Donc on a une bonne partie sur le territoire du Nord qui est très large et très détaillé, notamment l'héritage historique, la population et les cultures, la faune, la flore. Nous avons ensuite pourquoi jouer dans les provinces du Nord. Encore à chaque fois qu'on va voir quelque chose, on va nous indiquer pourquoi est-ce qu'on irait jouer là-bas. Par exemple, tout simplement pour effectuer un pèlerinage, pour trouver un minerai rare ou précieux, puisqu'on est sur des villes qui sont enclavées dans les chaînes de montagne avec du coup pas mal de travail minier. Et ensuite, on va nous détailler quelques lieux clés comme Norakrayak, la porte d'entrée vers les Titans étant une chaîne de montagnes qui referme un peu le nord du pays. Et donc, on va avoir la Haute Halle, les retraites, les Kras, les portes des Titans, les églises, la vie à Norakrayak avec son économie, sa nourriture locale, si on veut faire un peu de l'or, tout ça. Alors, si on le lit comme ça, sincèrement, c'est un peu indigeste. Hein, c'est que du lore, il n'y a que ça. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien, c'est que du lore. Par contre, si on le lit dans le cadre de l'écriture d'un scénario ou dans le cadre d'une campagne, bah du coup ça amène beaucoup de matière. Ça amène beaucoup de matière parce que voilà, il y a des oppositions, il y a des PNJ, il y a à quoi ressemble l'astral à tel endroit, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les seigneurs bêtes qu'il y a dans le coin, les activités des fratries qu'il y a dans le coin, donc les fratries étant des chasseurs de Thanatos, les activités des non-morts aussi qu'il y a dans le coin. Et donc on va avoir ça pour différentes parties. Donc dans la région des Titans, qu'est-ce qui s'y passe? L'école de chirurgie du Métropéron, les grottes de la mort, le col du non-retour. Donc tout ça, ce sont des lieux un peu clés que nos personnages vont pouvoir et devoir traverser. Ensuite les vases, qui est une grande étendue marécageuse, où on s'y aventure pas trop, mais peut-être qu'on y mettra les pieds quand même. Avec pareil, toujours la nourriture locale, les figures locales, les courbières qui sont donc du coup cette espèce de marécage. Au fond des courbières, comment ça se passe? Et donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail, hein. Et après on nous donne différentes petites intrigues qui sont en gros des scénars pas écrits, simplement. On nous dit ranimer Miladragos, donc on nous donne un petit passage sur ce qui s'y passe et ce qu'on peut y faire, et les idées pour un scénario qu'on pourrait développer là-dessus. La maladie du serpent vert, pareil, et donc pour chaque région, on va avoir un petit peu des idées de qu'est-ce qu'on fait jouer, comment on fait jouer, et toujours pareil, activité des non-morts, etc. Dentiama et l'écrou de Scrad, qui est notamment une autre ville qu'on croisera notamment dans la campagne. Donc, si on regarde la partie nord du pays est extrêmement détaillée. C'est la plus détaillée, je trouve. On y trouve absolument tout ce dont on a besoin. Et regardez, si on regarde la partie nord, elle fait 90 pages. Et ensuite, il nous en reste encore quelques-unes hein, pour faire le sud et l'ouest. Donc, on va pas aller beaucoup plus loin. Vous avez vu à quoi ça ressemble. C'est le genre d'ouvrage où on va le lire en diagonale la première fois qu'on va la voir. Puis quand on va commencer à lire une campagne, on va aller s'y plonger pour dire qu'est-ce qu'on peut faire sur cette route-là. Et si je cherche une cible, comment je peux la trouver? Ben, on va voir ce qu'il faut là-dedans. Si je veux qu'il y ait des non-morts à affronter, ben, on va voir ce qu'il faut là-dedans. Si je veux un scénario un peu pris à la volée, on va trouver là-dedans. Si je vais y chercher des rumeurs dans une auberge, on va trouver ce qu'il faut là-dedans. Combien coûte machin? Qu'est-ce qu'on mange dans le coin? À quoi ressemblent les maisons, etc. Si on veut donner du corps à l'univers, pour moi, vu la portée narrative qu'a le jeu, c'était important d'avoir ce genre d'ouvrage. C'est pas le genre d'ouvrage que j'apprécie le plus généralement, mais là pour le coup, vu ce qu'on en fait, vu qu'on joue énormément avec les personnages non joueurs, il y a énormément de drame par rapport à ça, par rapport aux petites histoires, par rapport aux petits trucs. C'est important d'avoir ce genre d'ouvrage-là, et pour le coup, il est extrêmement complet, et il est pas désagréable à lire, vraiment. Tout est assez intelligent, tout est
C'est un jeu qui est extrêmement intelligent dans ce qu'il raconte, réellement. Donc, vous allez trouver de quoi jouer assez facilement et il y a clairement une grosse différence entre, ce qu'on va faire dans le nord, ce qu'on va faire dans le sud, ce qu'on va faire à l'ouest. Ce sont pas du tout les mêmes ambiances, pas du tout les mêmes personnes qu'on va croiser et pas du tout les mêmes enjeux qu'on va mettre à plat. Donc voilà, ça c'était pour l'Atlas d'Artdorf qui, pour le coup, est peut-être pas le manuel, des 3 livres, pas le livre le plus indispensable, mais c'est une vraie aide et un vrai support si vous comptez faire jouer la campagne et en plus, si vous comptez écrire vos scénarios et faire jouer vos scénarios, c'est pour le coup indispensable. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans. C'est vraiment très bien foutu. Passons enfin au dernier ouvrage qui est La Terre du Cœur, qui est la campagne qui est livrée avec Thanatos. Une campagne qui est très surprenante, extrêmement émouvante, très sentimentale, avec énormément de drame. Et qui va très très loin. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite balise spoiler, et puis on va se lancer un peu dans le feuilletage de cette campagne, et puis on va y aller à fond. Donc partie réservée aux MJ, ceux qui comptent jouer cette campagne, ne regardez pas. Donc maintenant qu'on est entre gens civilisés entre nous, de quoi ça parle la Terre du Cœur? Il faut savoir qu'il y a une légende au niveau de la création d'Artdorf, que, Alvan Leblond a, pour unifier Artdorf, fait une promesse sur un cœur, contenu dans une boîte. Alors tout le monde pense que c'est une métaphore. En réalité, non, pas vraiment. Et donc à cause de cette promesse, à cause de ce cœur encore en vie dans cette boîte, il y a du coup, des noctules, donc les démons qui font apparaître les non-morts, et c'est un petit peu à cause de ça. Pour vous dire à quel point le jeu est basé sur la narration et sur l'émotion et sur l'attachement qu'on a au PNJ en tant que joueur, on commence directement par un dramatis personae, où on va les expliquer le monde des faucheurs. Akaprakala, faucheur devenu homme tard, donc c'est un faucheur qui a été corrompu par les forces maléfiques, qui va être un peu une sorte de némésis pendant une bonne partie du scénario. Antonia Decimac, personnage extrêmement intéressant, qui va être une sorte de mentor pour nos jeunes faucheurs. Il faut savoir que c'est une campagne qui se joue idéalement avec des très jeunes faucheurs qui ne connaissent pas encore le système, pas encore les règles, de comment fonctionne leur métier, etc. Et donc du coup, Antonina va jouer le rôle de mentor, de leader, d'aide un peu de vieille sage qu'on va aider, etc. Il y a pas mal de petites scènes à ajouter sur les moments un peu calmes pour donner du corps au personnage. C'est vraiment ultra bien foutu. Vraiment, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc on a aussi pas mal de choses à tirer au dé si on souhaite avoir des petits liens avec Antonina. Et ça, c'est pareil, c'est la narration partagée en fait. On va tirer au dé sur un personnage quand il va être avec Antonina, et ça va être tu ressens une forte attirance pour Antonita. De quelle nature est cette attirance? Vous avez entendu une fois Antonita dire du bien d'un membre de votre groupe de faucheurs dans son dos. De qui s'agissait-il? Quand on a dit Antonita. Et en fait, on va créer une relation assez profonde. Et puis, c'est pas un personnage qui va disparaître tout de suite, en tout cas. Ça arrivera bien plus tard. Et c'est un peu le thème central de cette campagne. Ça va être la passation de connaissances. Ça va être la maturité, l'avancement, etc. Puisque derrière, on va trouver le petit Chiomas dans un des scénarios, un peu vers la fin. Et puis d'élèves, les personnages vont passer à un mentor. Puisque le petit Chiomas, c'est un faucheur tout récemment désigné, assez jeune. Et puis il va falloir le former, et il va falloir lui transmettre les apprentissages qu'Antonita a transmis aux joueurs. C'est une partie du scénar qui n'est pas obligatoire, qui est en ligne rouge derrière, comme ça. Mais c'est extrêmement intéressant à jouer, c'est déjà extrêmement intéressant à lire. C'est absolument fou, moi je trouve, cette partie-là. Ensuite, nous avons les scénarios. La campagne va être constituée de différents scénarios qui sont très différents les uns des autres, et qui ont la force de tracer une route à suivre sans que les joueurs se sentent pris au piège. Il y a toujours cet aspect guidé par le destin, guidé par les dieux dans Thanatos, et en fait, du coup, ce qui va les guider au prochain objectif n'est pas toujours forcément en lien avec la campagne principale, et c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Le premier, c'est la Dame en Noir. Ils arrivent dans la ville de Grèze, une ville où une partie est montée sur pilotis parce qu'il y a des grandes crues et les fleuves débordent. Il y a une espèce de fête avec des troubadours, une cartomancienne, la messe. Donc la cartomancienne n'est rien d'autre qu'Antonita. Et donc ils vont participer à ces festivités. Et au bout d'un moment, il y a même des concours qui veulent participer, s'intégrer dans le l'ambiance locale. Il y a aussi des personnes qui scrutent le ciel, donc des
des astronomes, on appelle ça, je crois. Ils sont surveillés par quelqu'un, par contre. Cette personne n'est autre que... Je vous spoil pas toute la campagne, hein, je vous le dis un petit peu en détail ce qui se passe. Par Akapatra, qui est un ancien partenaire d'Antonita. En fait, ils étaient un groupe de 4. Il y en a un d'entre eux qui s'est sacrifié pour pouvoir les sauver. Akapatra n'a pas réussi à passer outre et du coup, il a fini par être corrompu. En fait, la personne qui s'est sacrifiée n'est pas morte, elle a aussi été corrompue. Et il y a une 4e personne qui est partie également, qui on va retrouver plus loin. Dans chaque scénario, on a une cible qui n'est jamais tirée au hasard. Alors, il y a évidemment les cibles que les joueurs auront avec leur fatalité et leur carte, mais on a une cible qui n'est pas tirée au hasard, qui a toujours un lien, qui n'a pas un lien avec le scénario, mais qui est toujours un moyen d'amener de la narration secondaire. En fait, dans chaque scénario, on va avoir plusieurs trames narratives et les joueurs vont jongler entre l'une et l'autre à chaque fois, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être sur quelque chose où on passe dans cette ville uniquement pour récupérer cet élément, uniquement pour aller au prochain élément. Et ça donne du cœur à l'univers, vraiment. C'est très très bien foutu. Donc le soir, on peut aller faire une représentation des champs de bataille, aller faire un tirage au tarot d'Antonita, etc., etc. Ensuite, on a une éclipse ce soir que tout le monde va la regarder, et là, un fantôme apparaît. Donc durant cette éclipse, on va avoir donc un fantôme qui va apparaître, un fantôme avec la poitrine ouverte, qui va nous poser quelques soucis, même si le but n'est pas forcément de la combattre, et on va se faire attaquer par des dessins d'Orsa. Il y a un Orsa géant qui représente en fait Akapatra qui nous poursuit et qui a envie de nous arrêter et de corrompre son ancien allié Antonita. On va finir par terminer ce scénario sans forcément avoir résolu grand-chose, juste en ayant appris quelques petits trucs, et les joueurs vont partir dans la prochaine ville qui s'appelle Dentiama. Ils ont plusieurs raisons d'y aller, mais ça peut être par exemple juste tout simplement parce que la personne qu'ils devaient tuer, Pepepi, en fait devait donner des objets à sa fille qui est à Dentiama. Donc on peut y aller et on va enquêter un peu sur l'histoire d'Artdorf. Et toute la campagne en fait va être liée à l'histoire. Donc il va falloir qu'on beaucoup plus compliqué, il va falloir qu'on accède à des archives. Donc il va falloir obtenir un laissez-passer parce qu'il ne voit pas les gens de Thanatos d'un bon oeil forcément. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. On va finir par enquêter également sur une enquête sur le lieu. En fait, à chaque fois, dans les scénarios, on va avoir plusieurs trames de récits qui vont se croiser, notamment celui de la victime qu'on va avoir, enfin de la victime, de la personne qu'on va aider à passer de l'autre côté, donc qu'on va tuer. L'enquête qu'on a sur la ligne rouge de la campagne qui va être de combattre des forces qui font en sorte que les non-morts soient là, et sur lesquelles on va enquêter sur l'histoire d'Addorf. Et on a généralement sur le lieu également un petit bout de quête qu'il va falloir qu'on arrive à résoudre. Donc ça fait qu'on est sur quelque chose de très dynamique qui bouge bien, où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à faire, et sur une campagne qui sait prendre son temps. On n'est pas non plus pressé urgemment, même si on a quand même Arpatra aux fesses. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à prendre son temps, faire des interludes narratifs, etc. Et notamment, on va affronter Yvonne Lecaire, qui était donc la personne que Antonita et Arpatra pensaient s'être sacrifié. En fait, non, il a été lui aussi corrompu. Et ensuite, on va continuer à avancer. On apprend qu'il y avait un mensonge sur la création d'Artdorf, que la martyre sur laquelle le cœur tient les promesses d'unification à l'époque de Blaine Leblond. En fait, tout ça était un petit peu faux, tout n'est pas aussi clair que ça. Une nouvelle cible, évidemment. Et on va aller dans le Viantyr pour rencontrer un animal totem, là. On va voir différentes épreuves, on va continuer à découvrir pas mal de choses, on va aller récupérer des manuscrits à Redsnog, je sais pas comment ça se prononce, et en fait on va récupérer le journal de chasse, qui sont les 2 aides de jeu que nous avons vu tout à l'heure, qui sont en fait le journal de chasse qui est en 2 parties d'Arcapatra. On doit tuer une personne extrêmement importante dans la ville. Là, c'est tout un scénario, il va y avoir de l'espionnage, il va falloir qu'on écoute des conversations, il va falloir que... Et il y a des espions qui viennent également chercher des informations. Et surtout, c'est Antonita qui a été, lors d'un combat avec Arpatra dans le 2e scénario, et qui depuis est un peu... commence à être corrompu, commence à douter de Thanatos, etc. Eh bien, la fin de ce scénario montre la fin d'Antonita. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'interludes avec elle avant et que le jeu prend son temps, parce qu'il faut que les joueurs s'y attachent. À partir de ce scénario-là, Antonita décède. Enfin, décède. Elle ne décède pas, mais elle sent qu'elle est corrompue, donc dans un moment de lucidité, elle va demander aux joueurs de l'accompagner dans la mort également, parce que les émissaires de Thanatos ne peuvent pas se donner la mort. C'est pas... Ils peuvent le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est conseillé.
Ensuite, on va continuer à aller fouiller le passé sans cette Antonita. On va notamment trouver le petit Chioma et on va se rendre compte que lui aussi a été touché par Thanatos, pardon, et notamment par un sanglier qui c'est son animal totem. Et puis on va le prendre sous notre aile et puis on va commencer à l'accompagner, à le former comme Antonita nous a formés. Tout en parallèle, on va continuer à enquêter sur l'histoire et les origines du monde d'Addorf. Je vous raconte pas tout parce qu'il y a énormément de choses à raconter, c'est extrêmement dense, mais en gros, on va finir par aller combattre dans. Voilà, il y a le ciel déchiré, donc il y a une faille qui s'ouvre et on va aller combattre directement à la fin de la campagne le Noctul, donc l'être maléfique qui est à l'origine de l'apparition de beaucoup de non-morts, etc. On va réussir à libérer le martyr, enfin cette dame à la poitrine ouverte, en lui rendant son cœur, mais ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui donne lieu à un interlude extrêmement, extrêmement intéressant. Et donc on a des joueurs qui vont avoir un impact énorme sur le monde, puisqu'ils vont directement... on a une campagne où des jeunes émissaires de Thanatos vont élucider le mystère autour de la création d'Artdorf. Ils vont réussir à éliminer un Noctul, qui est quand même un quart des sources du mal sur Terre. C'est quand même pas mal, chapeau les gars. Et donc on a une campagne voilà, qui peut être longue, qu'il ne faut pas hésiter à agrémenter de scènes, de petites rumeurs et de petits trucs à faire à droite à gauche, mais qui est extrêmement bien écrite. Donc vraiment, vraiment, c'est une campagne qui est très intelligente puisqu'elle permet progressivement d'ancrer le joueur dans le monde, de lui faire comprendre grâce à Antonita comment fonctionne leur métier, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire et dans quoi ils se mettraient en danger. Et puis cette passation de pouvoir et en même temps on enquête sur l'histoire du monde pour comprendre que tout n'est pas si clair que ça et on arrive au final donc voilà, dans l'Astral Noir avec l'ultime défi, avec des différentes épreuves à subir, notamment à base de mouches dégueulasses. Et enfin, on va mettre fin à tout ça. Et donc, les aides de jeu qui sont disponibles à côté sont également disponibles dans l'ouvrage, puisque on n'est pas obligé d'avoir tout le matériel pour jouer, évidemment. Le bouquin se suffit en lui-même avec le livre de base. Et ensuite, nous avons quelques trucs sur les tirages qu'on a à faire pendant la campagne, et des petits tirages de cartes à faire pendant la campagne, et des petits trucs d'interlude pour proposer des petites scènes différentes avec des choses, des petites intrigues locales, des choses comme ça qui permettent de donner du corps à cette campagne, à cet univers. Et ça fonctionne vraiment, vraiment très, très, très bien. Alors Thanatos, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai été très agréablement surpris. Déjà par sa proposition, son univers, parce qu'on incarne quand même des personnages particuliers, les émissaires d'un dieu qui apportent rarement des bonnes nouvelles quand même. Même si on chasse les non-morts, on est quand même là aussi pour embarquer les vivants. Du coup, les villageois vont percevoir les joueurs un peu comme des annonces de mauvais augure. Mais surtout parce qu'il y a toute une cohérence en termes de système, ce système de cartes qui va faire en sorte qu'on ait l'impression en permanence que les joueurs sont soumis au destin, soumis à des volontés qui les dépassent, sachant que dans la campagne, il y a pas mal de moments où on va jouer avec ces cartes aussi pour d'autres choses. Tout est extrêmement cohérent, et il y a une écriture qui est extrêmement fine, et contrairement à la maquette qui est tout en noir et blanc, l'écriture est tout en nuances de gris. Il y aura rarement de bonnes décisions ou de bons choix à faire. On sera dans des décisions qui auront des impacts qui seront positives et négatives. Il y aura rarement, même s'il y a des méchants qui sont méchants, hein, évidemment, les non-morts ne sont pas des créatures positives, mais dans le travail d'émissaire de Thanatos, on a quand même des moments où il va falloir qu'on tue des personnes qui ont des vies, qui ont des familles, qui ont des amis, qui ont des promesses qu'ils ont faites, qui ont des pactes qu'ils n'ont pas tenus, qui ont des difficultés et autres. Et la mort de ces personnages sera souvent impactante. On aura sûrement une signification pour la communauté dans laquelle ils vivent, pour leur famille, pour les choses. Et il est important que les personnages comprennent que les émissaires de Thanatos ne sont pas uniquement des gens qui vont donner la mort, mais des gens qui vont accompagner dans la mort. Et donc on est sur des thèmes qui sont extrêmement forts, extrêmement profonds. Donc si vous y jouez, évidemment, attention à la sécurité émotionnelle. On est quand même sur du deuil, on est quand même sur des choses comme ça. Donc ça peut bouleverser la table parce que le jeu est prévu pour ça. On n'est pas du tout sur un jeu bas du front, bourrin, etc. On est sur quelque chose d'extrêmement fin. L'écriture est extrêmement fine. Et là, la campagne le montre vraiment très bien. Référez-vous à partie spoiler si vous voulez plus de détails. Mais nous avons une campagne qui est notamment inscrite dans son territoire, qui a ses personnages qui sont inscrits dedans, qui a une espèce d'invitation à traverser
toute une partie du pays et à y découvrir un peu toute sa diversité et en même temps toute sa complexité et tous ses malheurs. C'est vraiment quelque chose d'assez fou. Alors, c'est pas le genre de jeu où on va ressortir en souriant et en se disant que les chips et la bière étaient bonnes. Par contre, c'est le genre de jeu où il peut y avoir des séquences émotionnellement très, très, très fortes, je pense. Donc voilà, Thanatos, c'était une excellente surprise, vraiment. Je suis très, très, très surpris par le jeu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est très agréable quand ça arrive. Donc si vous aimez un peu ce genre d'univers, si vous aimez un univers au croisement entre Berserk et The Witcher, je pense que vous pouvez foncer. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est une bonne tuerie, sincèrement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour la suite de nos aventures. Et je vous dis ciao.